depuis 2009 que le jeu a dépassé le cinéma en termes de revenus. Mais pourtant, c'est une industrie qui a 20-30 ans d'âge, là où le cinéma en a au-dessus de 100 déjà. Donc c'est une industrie très jeune, c'est une industrie qui est immature, comme les gens qui travaillent dedans. C'est un fait. J'ai mis un veston, mais c'est juste une illusion. Si je l'enlève, vous allez faire « Ah, ok, c'est juste un autre immature, pareil comme nous. » Oui. C'est une jeune industrie, mais c'est une industrie qui a un impact aujourd'hui énorme. Et ce que ça veut dire, c'est que le potentiel de cette industrie-là est inégalé et inégalable. C'est-à-dire que c'est un potentiel qui est encore comme ça. Il y a eu toutes sortes de crises économiques. Après ça, il y a des scandales dans les médias parce que il y a un gars qui fait une tuerie, puis on découvre qu'il jouait à GTA, puis là, ça fait un scandale. C'est toujours la même chose. C'est pas grave. Ça va passer. Je vous dis tout de suite, le problème n'est pas dans le jeu. Au cas où vous ayez des doutes là-dessus. Quand les gens font des stupideries dans la vie, c'est rarement à cause d'un livre sur leur étagère ou d'un jeu dans leur console. Mais c'est pas grave, tout ça va passer. Bref, une industrie qui promet énormément et qui, potentiellement, donc, si vraiment c'est ce que vous voulez, peut vous accueillir demain dans la vie. Il y a 3 grandes familles de métiers en jeu. Et en fait, c'est un mensonge, parce qu'il y en a une 4e, mais je vais en parler après. 3 grandes familles. Quelqu'un a la moindre idée de quelles sont ces grandes familles? 3D Animation, c'est très spécifique, mais c'est dans une famille. Programmation, c'est une grande famille. N'importe qui touche à du code, les codeurs. Programmeurs, codeurs. Conception, ça c'est une belle traduction, merci. On dit design, et design, on ne le traduit jamais, mais conception. Donc, tu as la grande famille du design, je vais en parler vite après. Tu as la grande famille de la programmation et tu as les artistes, dont font partie les animateurs 3D. Et ça, c'est des très grandes familles qui vous amènent vers des études très différentes, vers une vie très différente. Est-ce qu'il y a quiconque ici qui programme déjà dans son chez lui? J'en vois une poignée. Bon. Messieurs, dames qui programmez, préparez-vous à une vie de souffrance. C'est très souffrant programmer. Parce que c'est comme parler un langage, mais qui n'est pas parlable. C'est comme n'importe qui ici qui va essayer d'apprendre le latin. Je ne sais pas si je vois des uniformes. Est-ce que j'ai des gens d'école privée ici? Est-ce que vous apprenez des langues mortes? Non, vous n'avez pas de langue morte au menu? Vous êtes chanceux. Programmer, c'est comme essayer de parler une langue morte, à la différence que, évidemment, le langage de programmation c'est un outil de puissance. Les programmeurs aiment bien dire qu'ils parlent le langage de Dieu. Les programmeurs ont une vision un peu prétentieuse de la programmation, c'est normal. Ils passent tellement de temps à faire ça. En programmation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les jeux sont tellement complexes, tellement gros que, inévitablement, les gens qui travaillent en programmation deviennent spécialisés très vite. Quoi? C'est ton appareil mobile qui a fait ce bruit-là? Je vous demanderai d'éteindre la sonnerie et les bruits de vos appareils mobiles, s'il vous plaît, si ce n'est déjà fait. Ben, il est beau, par exemple, c'est quoi? Incroyable. Donc, les programmeurs sont généralement spécialisés dans leur métier très tôt. Il faut savoir, pour se donner une idée, que la programmation, c'est aussi bien quelqu'un qui va, par exemple, coder le comportement d'un personnage à l'écran, quelqu'un qui va coder le comportement de l'intelligence artificielle, le comportement des objets qui répondent à la physique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je parle de physique dans un jeu? Interaction avec un serpent? La map, les personnes, oui. Oui. En fait, il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui possèdent une vraie simulation physique, à savoir que si je fonce dans une table, la table va se déplacer, puis elle va répondre aux lois de la physique. Donc, il n'y a personne qui a animé la table se déplace seule. Typiquement, n'importe quel jeu de combat aujourd'hui, si tu mets une grenade dans une pièce, puis là, il y a comme 20 programmeurs physiques derrière ce moment-là. Quand la grenade explose, puis tout envole, c'est beaucoup de programmation physique faite par des spécialistes là-dedans. Des programmeurs qui s'occupent de l'animation, de l'intégration du son, des programmeurs qui font
la réseautique, bon, bref, je vous en passe. Donc, tout ça pour dire qu'il y a énormément de possibilités en programmation. C'est des études assez poussées, évidemment, parce que pour maîtriser ces langages-là, il faut se donner la peine. Je vous conseille, si ça vous intéresse, de vous rendre au moins l'autre bord du bac. Parce que voilà, c'est assez sérieux. Il y a l'Université de Sherbrooke qui a plusieurs programmes, mais ce n'est pas la seule, il y en a plein. Là, je suis sûr, si vous allez sur Internet, vous allez les voir. C'est très difficile pour nous d'engager un programmeur qui n'a pas quelconque formation universitaire, en sachant que dès le cégep, vous pouvez passer par plusieurs chemins, dans le fond. Il y a plusieurs chemins qui sont bons pour se rendre là. Mais ça vaut vraiment la peine d'être solide comme codeur de se rendre à l'université. Au niveau des, j'ai entendu, tu me dis conception. Donc la famille du design, comment est-ce qu'on peut décrire cette famille? Quelqu'un sait en quoi consiste la conception d'un jeu? Je vais en prendre un autre parce que tout est trop bon. Quelqu'un d'autre? Conception de jeu, design. Moi, c'est mon métier, personnellement. Je suis directeur de conception, donc je fais du design. À votre avis, je fais quoi dans mon quotidien? Les histoires. Oui, le progrès du jeu. Effectivement. Il y a une grosse partie du travail de conception, du travail de design. Je vais finalement rephraser ce que tu essaies de me dire, mais tu as bien raison. Définir l'expérience du jeu. C'est selon le jeu qu'on essaie de faire, se poser la question, quel genre d'expérience est-ce que mon joueur va vivre à travers le jeu? Si vous faites un jeu pour vous-même, comme concepteur, vous allez faire un très mauvais travail. J'ai eu une discussion très échauffée il y a plusieurs années avec un designer sur la marque Assassin. Pour ceux qui connaissent, c'est le machin avec le gars qui tue du monde. J'avais une discussion avec un designer senior sur la marque d'Assassin et qui connaît très bien Assassin, qui connaît très bien ce genre de jeu-là et qui me parlait avec passion de son métier. Et j'essayais de lui faire comprendre que le fait qu'il soit bon dans Assassin comme joueur faisait pas de lui un bon designer pour Assassin. Et l'argument va sembler un peu stupide, mais je lui ai expliqué la chose suivante. J'ai dit, si tout va bien, Assassin, on va en vendre 10 millions de copies, admettons. Et j'ai dit, toi, t'es combien de personnes? Vous allez dire, c'est une question un peu niaiseuse. T'es même pas 1 million de personnes. Il y a 1 million de personnes, c'est quand même juste 10% des gens qui vont l'acheter. T'es très loin d'être 1 million de personnes. T'es même pas 2000, t'es comme juste 1000 personnes. Puis tu vas même pas l'acheter en plus parce que tu l'as fait. Et t'es comme le pire client d'Assassin. Jamais vu. T'es tout seul et tu vas même pas l'acheter. C'est une façon un peu niaiseuse de dire que le travail de design, c'est un travail de comprendre l'objectif qu'on se donne pour le joueur, quel genre d'expérience on veut créer. Un exemple que j'utilise souvent pour ceux qui s'en vont en design dans la vie, peut-être qu'il y en a ici qui vont aboutir là-dedans. J'aime bien dire aux jeunes designers, si vous avez la chance de travailler sur un jeu que vous n'aimez pas, vous allez être meilleur. Ce qui est contradictoire à tous les messages positifs qu'on vous donne dans la vie. On vous dit, trouve ce que tu aimes faire, fais ce qu'il te plaît. C'est vrai. Mais si tu aimes designer, tu vas être meilleur si tu apprends à designer sur des choses que tu n'aimes pas. Parce que tu vas être obligé de te forcer. Donc, pour reprendre l'exemple très classique, si je te demande demain de faire le jeu de My Pony Coach sur 3DS, My Pony Coach 3, c'est le pire, parce que c'est le troisième d'une série déjà établie. Il faut que tu respectes les deux premiers. My Pony Coach 3, 3DS pour le territoire européen. Probablement, si tu fais le bon job, ça va avoir été le meilleur apprentissage possible. Ça va avoir été un jeu comme designer exceptionnel pour apprendre. Puis plus tard, tant mieux pour toi si tu fais des jeux sur lesquels tu tripes, mais concrètement, le travail n'est pas là. En passant, c'est vrai pour tous les métiers, hein. Je dis ça pour le design, mais un programmeur qui se retrouve sur My Pony Coach, qui doit programmer le comportement physique de la crinière du pony, pour que quand tu wiggle, le pony fait comme ça, et la chevelure, elle passe pas. Je veux dire, il y a une grosse partie du budget qui va dans à quel point la crinière est convaincante. Parce qu'on a fait faire des études de marché, on a établi que les jeunes Allemandes de 10 ans accordent beaucoup d'importance au réalisme de la crinière.
C'est pour ça qu'elles achètent My Pony Coach 1 et 2. Fait que quand j'engage 3 bruts en programmation, je leur dis, les gars ou les filles, je veux la crinière next-gen, je veux la plus belle crinière jamais vue dans le monde digital, le programmeur ne sera pas content. Il va dire quoi? La crinière. C'est ça le travail. C'est la même chose pour la personne qui l'anime. Peut-être, si tu es chanceux, tu aimes bien les poneys ou tu as une expertise là-dedans ou tu fais du pony la fin de semaine. Donc, tu es bien doté pour animer des poneys, mais probablement que non. Probablement que tu n'as jamais vu un animal vivant de ta vie. Parce qu'au zoo, ils sont comme derrière des vitres. Puis les autres, tu les as vus sur YouTube. Mais il faut que tu animes le pony avec l'animation la plus convaincante. Puis pony content, pony triste, pony qui va vite. Okay, vous comprenez mon point. Donc, en design, pour revenir là-dessus, il y a 2 grandes familles en conception. La première famille qu'on appelle le game design, qu'on traduit en français par game design. Il faut juste le dire avec un accent français. Qui est conception de jeu. Mais le problème, si vous lisez un article dans le journal dans 24 heures ou si vous écoutez un truc aux nouvelles, en français, ils vont dire concepteur de jeu pour tous les gens qui travaillent sur un jeu. Ils n'ont pas encore compris que c'est pas vrai. Donc, en français, quand tu es un game designer, tu n'oses pas dire que tu es un concepteur de jeu, parce que les gens vont dire « Ah, qu'est-ce que tu fais? » Parce que tu pourrais être animateur. Donc, bref, on a des problèmes de traduction, on est une industrie anglophone, quand même, beaucoup, il faut le dire. Mais bref, tu as le game design, conception de jeu, et tu as le level design, qui est conception de niveau de jeu. Okay? Donc, dans un jeu typique, ces 2 grandes familles-là sont très différentes, très importantes, et c'est même pas la même job, mais même pas proche. Pas la même formation, pas les mêmes habilités qui sont requises. En game design, c'est l'expérience pure. C'est, je veux que l'Allemande de 10 ans, je veux qu'elle développe un attachement avec son pony, je veux qu'elle découvre le mode carrière, je veux qu'elle devienne championne de pony du monde, en jouant 2 à 5 heures par semaine, maximum 20 minutes à la fois, avec un stylus, en 3D, sur une 3DS, etc., etc. Fait que la liste de contraintes s'allonge. Là, le client il me dit, vous avez juste 2 millions de budget, puis je veux que ça soit fini en novembre, puis je veux que. Après, ça traduit en 8 langues, etc. Donc, le game design doit réfléchir à l'ensemble de cette commande, puis se demander comment est-ce qu'on crée le meilleur simulateur de pony selon la commande qu'on s'est fait donner. Du côté du level design, c'est les gens qui vont créer l'espace de jeu. Par exemple, à ta 3e heure de carrière avec ton pony, on va trouver un nom. Fais-moi un nom pour mon pony, s'il te plaît. J'ai besoin d'un nom pour mon pony. Oui, ok, toi. Alphonse. Rainbow Dash. Excellent nom de pony en passant. Excellent, j'aime aussi, j'en prends note. Donc, je suis à ma 3e heure de jeu avec Rainbow Dash. J'ai la possibilité de m'inscrire au All Japan Invitational Pony Championship. Et là, je m'inscris à cette compétition-là. Et là, dans le jeu, je découvre un nouveau parcours à obstacles à pony. Ça a été fait par un level designer, concepteur de niveau de jeu. OK, pour prendre un exemple plus cool, genre tu joues à Battlefield, chaque map de Battlefield a été faite par plusieurs level designers, parce que c'est des maps très grosses, très impressionnantes. Ça veut dire absolument tout ce qui concerne l'espace, la distance entre 2 bâtiments, la hauteur exacte entre la chaîne de trottoir et la première clôture, la distance entre la clôture, est-ce que le lampadaire est ici ou il est là, ça c'est un level designer qui place ça. Donc c'est des gens qui ont une compréhension de l'architecture, qui ont un intérêt pour l'espace. C'est des gens aussi qui comprennent le flot du mouvement humain. Je ne sais pas comment vos écoles sont faites, mais j'ose parier que sur les 5 écoles ou les 4-5 écoles qui sont représentées ici, il y en a au moins une qui a été assez mal designée. Statistiquement parlant, il y en a tout le temps au moins une qui a été faite par un architecte qui était en Boisson. Puis il n'a pas pensé très très fort au flot. Il ne s'est pas dit combien de gens vont passer ici en même temps. OK, je suis sûr que vous avez ce problème-là au moins une fois dans votre journée. Genre la cloche sonne. Puis là, tu passes de 2e étage, l'LB, puis tu essaies d'aller à la cafétéria. Puis il y a comme un escalier de 2 pieds de large qui tourne 4 fois de même.
Puis là, tout le monde se garoche dans l'escalier de 2 pieds de large, puis là, ça fait comme ça. Chaque jour, tu fais... Ça, si c'était un tableau de jeu, si j'avais ça dans un jeu vidéo, cette personne-là serait renvoyée. Le level designer, j'irais le voir, je dis, mais you, à quoi tu penses? Je t'ai dit, il y a 250 étudiants en famille qui vont passer dans cet escalier-là, puis toi, tu as conçu un escalier de 2 pieds de large, vraiment à pic. Ça a l'air niaiseux, mais ce que je veux dire, c'est que le travail de level design, c'est donc un travail de compréhension de la mouvance humaine. Si tu regardes un espace, tu te dis, si les gens partent d'ici, puis je sais qu'ils vont vouloir aller là, est-ce que mon espace les accommode? Et peut-être que ton but, c'est de frustrer puis de créer un entonnoir. C'est peut-être ça ton but. Auquel cas, tu as fait une super bonne job, bravo pour l'escalier de 2 pieds, parce qu'il y a un entonnoir monstre, puis là, tout le monde fait... Ça, si vous jouez, pour ceux qui jouent à des jeux de tir ici, les endroits où tout le monde se retrouve tout le temps, puis s'entretue, ces endroits-là, ils ont été conçus. C'est pas un hasard de la vie. Il y a un level designer qui s'est assis, qui a fait des petits dessins sur une napkin, puis il s'est dit, ah, ça serait vraiment drôle si tout le monde était obligé de passer au marché. Là, dans le milieu du marché, puis là, je vais mettre des toits de 4 étages de haut, fait qu'il va y avoir des gens qui vont sniper pendant que tout le monde passe dans le marché. Je vais remplir le marché de cochonneries, ce qui fait que c'est super dur de naviguer, puis quand tu arrives dans le marché, tu n'arrives pas trop à voir, parce qu'il y a comme des tentures partout, puis plein de couleurs. Comme ça, c'est volontaire, c'est le travail de quelqu'un, c'est la science de quelqu'un de dire, c'est comme ça que je vais construire le marché, puis ça va devenir un foutoir sans nom. Et donc, les gens vont avoir une expérience mémorable de cette carte-là. Vous voyez un peu la différence entre les deux? Ouais. Après ça, évidemment, on emploie tout plein de gens qui sont spécialistes plus de manière cinématographique, des gens qui vont placer les caméras dans toutes les séquences scriptées. Donc, on a des spécialistes en caméra, on a des spécialistes en mise en scène, on a des spécialistes en éclairage pour tous ces moments-là, etc. Si je vais du côté des artistes, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que les artistes, il y a une chose vraie de tous les artistes, c'est qu'aucun artiste accepte de se faire dire qu'il fait partie de la famille des artistes. C'est très artistique comme chose à faire. Quand je leur montre un diagramme avec tous les métiers, puis je leur dis, vous faites toute partie de la famille artistique, sérieusement, les 3 quarts font comme, ouais, moi je trouve pas que... Ben oui, eux, oui, mais nous je trouve qu'on est comme autre chose. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de métiers artistiques différents en jeu. C'est-à-dire, vous avez tous sûrement déjà regardé les DVD extra quand vous avez, je sais pas, là, votre film préféré, Seigneur des Anneaux. Ouais! Fait que là, tu as acheté la collection avec comme 14 disques dedans. Puis là, après avoir écouté le film 3 fois, tu as mis le disque avec le making-of. Puis là, ils t'ont expliqué comment ils ont fait le film. Okay. Vous avez tout fait ça au moins une fois dans votre vie, j'imagine. Ou en tout cas, ne serait-ce que 30 secondes. Et puis là, imaginez tous les métiers que vous avez vus là. Tous ces métiers-là existent en jeu vidéo. Toute la gang. Plus tous les métiers pour que ça soit un jeu. C'est pour ça que les artistes, quand on leur dit « vous faites partie de la famille des artistes », ils ne se retrouvent pas, c'est normal. Et d'un côté, on a tout ce qui est 2D. Là, j'entends les illustrateurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même encore. Les gens qui font le concept art, hein, les dessins de recherche. Illustrateurs 2D classiques, on en a quelques-uns encore. Les gens qui vont faire des peintures, ou admettons, tu es dans ton jeu il se passe, tiens, on va dire dans la Florence de la Renaissance. Puis là, tu cours dans un couloir, puis dans ton couloir, il y a comme plein de peintures. Puis tu les remarques pas parce que tu es trop occupé à aller tuer quelqu'un. Mais le couloir est rempli de sublimes peintures. Probablement que ces peintures-là ne sont pas des vraies peintures parce que dans certains cas, on n'a pas les droits d'usage, on n'a pas le droit de les mettre dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a un artiste qui part, on a trouvé un artiste 2D de qualité, puis on lui a dit « Peux-tu produire 10 fausses peintures de la Renaissance? » Genre de qualité de Michel-Ange, mais tu as 2 semaines. Ça, c'est un métier. Après, on a des gens qui vont faire les personnages, qui vont dessiner des personnages, qui vont dessiner des environnements. Il y a des gens qui vont faire des textures. Il y a des textureurs, c'est un métier. C'est un métier très, très respecté, très difficile. Avez-vous déjà vu de quoi ça a l'air, un travail de textureur en jeu vidéo? Vous avez déjà vu une vidéo de quelqu'un qui fait une texture? En gros, textureur, c'est un métier 2D parce que tu le fais dans Photoshop, par exemple. Okay? Mais ça inclut texturer la face d'un personnage. Or, la face, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui est généralement en 3D. Si je veux texturer ma face, il faut que je la mette en 2D. Ça veut dire que je me dézippe la face, j'enlève la peau,
ça en 2D dans Photoshop. Ça a l'air vraiment weird. Une face à plat. C'est comme... Et puis l'oreille est comme ici. Puis là, il y a des gens qui sont parfaits, qui trouvent ça parfaitement normal de voir des faces, quand même, ils s'assoient, puis là, ils peignent sur la face. Puis après ça, ils repoignent, puis ils remettent sur le modèle 3D. Puis là, ça a l'air super incroyable. Je ne sais pas comment ces gens le font, je n'ai toujours pas compris à ce jour, mais il y a des gens dont c'est le métier. Etc. Côté 3D, tantôt on a parlé d'animation. L'animation en soi, si tu me dis, encore une fois, tu dis un animateur, tu es un artiste, il va dire non, je suis un animateur. Ils prennent ça très mal quand on les mélange. Les animateurs, l'animation classique, pour ceux qui ont encore là déjà vu, c'est la même chose que dans n'importe quel film d'animation, c'est ce qu'on appelle le keyframe, le moment clé, le cadre clé. Ok, ça ne se traduit pas. Keyframe. L'animation keyframe, c'est le moment où il y a quelqu'un qui a créé le modèle, donc il y a un modeleur, qui est un autre travail à côté. Le modeleur a créé le modèle du personnage, il a fourni le modèle à l'animateur doit l'animer, comme s'il jouait aux poupées à la maison. Pour ceux qui ont déjà joué aux poupées, avec la figurine de Darth Vader, il y a Luke, il y a lui, ton père. Il y a quelqu'un dont c'est le métier de faire ça. Et ça veut dire que la personne doit placer à la main chaque articulation du corps pour chaque moment important. C'est un autre travail que je ne comprends pas. Quand je les regarde travailler, je me dis, vous êtes malade. Genre, le personnage est le même. Là, c'est keyframe 1. OK, là, je veux qu'il marche. Là, c'est comme... Là, c'est placé à la main. Là, plus de même. Là, il est fâché. Épaule levée, il est fâché, il est comme ça. OK. Keyframe. Next. Là, on s'en vient ici. Là, c'est l'animation de course, l'animation de marche, l'animation de marche rapide, l'animation de marche penchée sur la gauche, penchée sur la droite, etc. Puis là, avec la magie d'un programme où on fait des diagrammes, on branche toutes les animations ensemble. Et là, vous devez comprendre comment ces gens-là souffrent, les animateurs. C'est des gens qui aiment le mouvement parfait, ils veulent faire parler le corps des personnages. Mais qu'est-ce que le joueur fait dans son sofa avec sa pizza et il est au téléphone en même temps? Le joueur, là, il est profondément abruti par définition. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Quand tu fais des jeux, il faut que tu assumes le joueur est abruti. Pourquoi? Le joueur est chez lui avec sa manette, puis il fait comme ça. Tu sais que le personnage à l'écran fait. Ouais. Là, je sais pas. J'ai dit, je suis pas d'accord. Ouais. Ouais. Là, si l'animateur, il vous voyait jouer de même, là, il y aurait des larmes. Parce que lui, il a fait une animation qui est vraiment cool, puis le personnage qui est... Mais évidemment, il faut que tu fasses exactement la bonne chose. On leur dit aux gens qui sortent de l'animation, on récupère des animateurs du cinéma souvent, qui sont très bons, pour leur dire êtes-vous prêts à souffrir? Êtes-vous prêts à ce qu'on brise votre rêve? Vous allez faire les animations les plus belles de l'industrie, puis il y a un joueur qui va prendre le bâton qui va faire ça avec. Ou pire, il va juste pas savoir quoi faire. Il cherche, il est dans la pièce, puis là, c'est comme. Puis là, il cherche la sortie, puis là, si on laisse ça va. Puis là, c'est le personnage qui se posait être comme le plus cool agent de la CIA jamais vu, et il se déplace comme un sous-l'autre. C'est la faute du joueur. Donc, c'est la même chose dans l'animation. On leur dit vous avez un métier technique, vous avez un métier qui existe depuis toujours, et vous devez comprendre le jeu, c'est un médium unique, c'est un médium différent. J'en parlais l'autre jour. Quand je rencontrais des gens qui étaient plutôt en cinéma ou en écriture, puis je leur disais, vous pouvez écrire la meilleure histoire du monde avec les moments super profonds dans la vie des personnages. C'est carrément. Mais le joueur, il va faire des choix, puis il va peut-être péter votre scénario, ou il va peut-être faire mute dans le moment vraiment critique de la cutscene parce que son téléphone sonne. Puis là, il est en train de faire ça, puis il dit, quoi? Attends une seconde. Mute. Ouais. Puis à ce moment-là, il y a un moment super intense à l'écran. Là, il est super triste. OK? Donc, c'est le médium qui dicte le métier. Donc, pour les animateurs, c'est la même chose. Donc, une fois qu'ils ont compris ça, après ça, ils se portent très bien. Mais c'est pareil pour n'importe qui. Je parlais d'art 2D, les arts 3D. Il y a des gens qui créent tous les objets en 3D. Ils créent des banques d'objets remplis. Là, c'est genre, cet objet-là, c'est comme inutile dans la vie. Là, si je fais un jeu vidéo et qu'il y a une mission qui se passe dans un théâtre, ça va prendre des patentes de même par terre. Fait qu'il y a un modeleur quelque part qui va, dans sa liste de choses à faire, il va modéliser
un speaker. Mais le joueur, il passe de même. Puis là, le modèle est comme, non, mais check mon speaker. Regarde, là, j'ai mis comme un. Il est pareil. Je l'ai fait pareil que les vrais speakers. Mais si tu le mets pas, puis que tu mets pas le truc là, puis que tu, à un moment donné, à force de ne pas mettre des choses, le joueur, il rentre, il fait. C'est laid, ce jeu-là. Même. Parce qu'il se rend compte qu'il manque quelque chose. C'est ça le métier. C'est comment créer l'expérience en sachant que c'est le joueur qui dicte ce qu'il va faire. Donc, il y a des gens qui vont modéliser, il y a des gens qui vont animer les objets, il y a des gens qui vont les texturer, il y a des gens qui vont les éclairer, même chose. Donc, il y a des éclaireurs qui vont travailler comme en cinéma ou en cinéma d'animation, ils vont éclairer les scènes. Et ils ont des contraintes techniques très difficiles à respecter aussi, parce que l'éclairage, c'est un des trucs qui coûte le plus cher sur le budget de la machine. C'est un des trucs qui fait planter ta machine le plus vite. Si je te mets plein d'éclairage dynamique écœurant, là, le gars se promène avec une torche, tout le monde a une torche. Puis là, ta Xbox, elle fond. C'est comme trop demandé pour la machine. Là, ton éclaireur, il dit, oui, mais c'est ça qui est beau. Oui, mais je m'en fous, ça ne rentre pas. Puis le joueur, s'il y a une torche, tu ne peux pas mettre d'autres torches en même temps que le joueur, parce qu'il y a 2 torches, la Xbox fond. OK. Fait que là, ils font de la lumière qui est cuite, qu'on appelle une lumière béquée, c'est une fausse torche, mais c'est juste, ils ont repeinturé pour faire comme s'il y avait une torche. C'est rempli d'astuces, c'est rempli de moments difficiles où tu es obligé de faire des compromis. Mais, si vous y pensez, c'est la définition même de la créativité, c'est ça. C'est d'être capable de fournir une réponse dans les moments où il n'y en a pas. C'est ça, être créatif. Il ne faut pas mélanger la créativité et le fait d'être « je suis créatif, regarde, je fais n'importe quoi ». Ce qui est la définition que la plupart des gens ont de la créativité. Or, je le dis souvent, les gens les plus créatifs que je connais personnellement en jeux vidéo, c'est des programmeurs. Pourtant, c'est des gens qui eux-mêmes sont convaincus qu'ils ne sont pas créatifs. Parce qu'on leur a dit toute leur vie que ce n'était pas des métiers créatifs. Mais quand un programmeur réussit à résoudre un problème que tout le monde dit c'est impossible. Le premier assassin, un des éléments, ce qu'on appelle en anglais, encore une fois, le breakthrough, le moment clé, la révélation d'assassin, c'était la foule. Peut-être que vous n'en avez jamais rendu compte en jouant, mais pour nous, quand on faisait des démos à l'interne, qu'on a vu Assassin pour la première fois, tout le monde a fait comment vous avez fait ça? C'est impossible de mettre plus que 6 personnes à l'écran. Tout le monde savait ça à l'époque. Impossible, tu mets 7 personnes, la Xbox fond. Parce que tu as 7 fois l'animation, 7 fois le modèle, c'est trop lourd. Mais il y a une équipe de programmeurs qui sont arrivés, ils nous ont montré un démo, il y avait comme 30 personnes à l'écran en même temps. Ça semble un détail, mais en fait, ça a changé la conception même de ce que le jeu allait devenir. Parce que la fantaisie de dire qu'un assassin, tu te promènes dans la foule. Excuse-moi. Ceux qui ont déjà joué, c'est comme ça qu'ils se comportent. Excuse, puis au dernier moment, cette fantaisie-là ne marche pas sans foule. Si tu as une ruelle vide avec deux mendiants, il n'y a pas de fantaisie d'assassin, ça s'appelle Prince of Persia. Qui était le jeu qu'on faisait avant de faire Assassin. Et en passant, vous ne le saviez probablement pas, mais Assassin 1, c'était supposé être le prochain Prince of Persia. C'était Pop X. C'était comme une équipe qui travaillait sur le prochain Pop. Tout le monde était convaincu que c'était mort, puis tout le monde était convaincu que ça n'allait rien donner. Jusqu'au jour où il y a une poignée de programmeurs qui ont résolu un problème impossible à résoudre. Ils ont été créatifs. Ils sont arrivés avec la démo, puis là, ça ne faisait plus pop, là, ça devenait autre chose. Puis là, la marque s'est créée à partir de rien, juste parce qu'il y avait eu une innovation. Donc, encore là, je dis, l'innovation, la créativité, vous allez la trouver dans tous les métiers. C'est le défi qui détermine si vous allez être créatif ou pas. Si je t'arrive demain matin avec un problème impossible à résoudre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais impossible, impossible? Non. Oui, merci. On aurait pu vivre quelque chose, mais là, tu ne veux pas. Est-ce que tu vas essayer de le résoudre? Puis si tu vas essayer de le résoudre, comment tu vas y arriver? C'est le déclenchement là. Bref, on continue sur les métiers. À côté de ça, on a évidemment les métiers plus mineurs, j'ai pas nommé tout ce qui est dans l'audio. C'est mineur, pas en importance, mineur en nombre de personnes. L'audio, le test. Il y a beaucoup de tests faits sur les jeux, vous le savez sûrement. Aujourd'hui, un jeu moyen comme... un jeu moyen, c'est pas vrai, pardon. Un gros jeu moyen, genre
assassins. C'est au-dessus de 120 000 bugs différents rentrés dans la base de données des bugs. Puis il y a 5 ans, c'était 50 000. Je ne sais pas ce qui se passe, on perd le contrôle complètement. Plus les jeux deviennent complexes, plus les machines évoluent, plus le nombre de bugs. Donc on est des équipes, des armées de testeurs pour trouver les bugs, puis après ça, des programmeurs pour corriger les bugs, etc. C'est un enfer, mais ça fait partie du processus. Et ensuite, il y a tous les métiers autour de la production. Et là, je le dis, c'est pas vrai pour tous les studios, mais encore là, si je prends l'exemple d'Ubisoft Montréal, il y a 2700 personnes au studio aujourd'hui. C'est ce qui en fait, je pense, le deuxième plus gros studio au monde. Donc, encore là, il y a de la job à Montréal, ne cherchez pas. Et on n'est pas les seuls, loin de là. Sur les 2700 personnes, il y a 80% des gens qui font des jeux. Tous les jours, c'est ça leur job. Et il y a un 20% autour qui aident. C'est les services. C'est les gens qui gèrent les ordinateurs, les gens qui gèrent les réseaux, les gens qui gèrent ta paye. On les aime bien, ces gens-là, quand même. Les gens qui s'assurent que tu te fais payer comme il faut. Les gens qui gèrent tous les problèmes légaux, tes assurances, tes soins de santé, l'équipe de communication, les ressources humaines, tes vacances, etc., etc. Il y a comme des dizaines et des dizaines de métiers autour des jeux. Mais sans ces gens-là, évidemment, tu as une gang de fous furieux immatures qui font un jeu. Ils vont tous mourir de faim s'il n'y a pas des gens qui s'occupent d'eux. Ça, je vous le promets. Bref, tout ça pour dire que ça fait une mosaïque de, je sais pas, là, 200 quelques métiers différents aujourd'hui, impliqués en jeu, avec une croissance. Ça, c'est vrai. Je vous décris la réalité dans un gros studio. Dans un petit studio, vous allez retrouver les mêmes métiers. Ce qui va arriver, c'est que dans un petit studio, vous allez faire plusieurs jobs en même temps. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Genre, tu es un artiste, mais tu connais un peu de programmation. Si tu vas dans un très gros studio, tu ne pourras pas faire les deux en même temps. Donc, juste sachez-le, si ça vous intéresse dans le futur, bien, vous voulez pouvoir toucher à plein de trucs différents. Vous allez pouvoir trouver des petits studios de jeux, petits, je veux dire, 10, 20, 30, 40 personnes, où vous allez devoir faire plusieurs choses, ce qui peut être très cool selon votre profil. Vu que vous êtes tous lobotomisés en ce moment, ce qui est normal, c'est pas de votre faute, est-ce qu'il y a des questions? Je vous avais promis, je ne ferai pas de période de questions, mais je suis prêt à en prendre. Questions, interrogations, commentaires, plaintes. N'importe quoi, hein? Quelqu'un ici. Est-ce qu'il y a des scénaristes? Oui. Il y a, en fait, il y a même ce qu'on appelle la famille narrative. Parce que, encore là, il y a plusieurs métiers. Donc, tu as des scénaristes au sens pur, c'est-à-dire les gens qui vont écrire les lignes. Par exemple, tu as des dialoguistes, et des gens qui écrivent les lignes qui vont être lues par les personnages. Tu as des scénaristes au sens classique qui vont écrire l'histoire, qui vont développer l'arc, le développement de l'histoire. Tu as des gens en game design qui sont spécialisés en scénarisation, qui vont faire le pont entre le scénario et les besoins du jeu. On va prendre un exemple très simple que tout le monde comprend. Une très bonne histoire fait rarement un très bon jeu, malheureusement. Parce que dans ta très bonne histoire, tu peux décider que, genre, au début de l'histoire, je prends un exemple qu'on a vécu souvent, OK? Au début de l'histoire, tu as le héros qui est un agent secret, hautement formé, méga équipé, qui est comme en hippie, en train d'assassiner un chef politique. Ça, c'est une des pires missions que je pourrais donner en premier. Parce que le personnage a accès à tout. Il est dans une mission la plus difficile de sa vie. Je ne veux pas que mon jeu commence par la mission la plus difficile de sa vie. C'est dégueulasse. Il a accès, il y a comme 3 guns, il y a 2 lunettes spéciales, il y a comme plein de grenades. Ça, c'est genre la pire mission que je peux donner au début d'un jeu. Et je suis obligé d'aller voir le scénariste et dire hey, c'est vraiment cool, il faut qu'on change. Dans le sens complètement. Genre ça, tu me la gardes, tu me mets ça dans une boîte, puis c'est la mission 11. Ça va être super bon à la fin du jeu, ta mission en Libye. Mais au début, je fais comment avec mon joueur qui n'a jamais joué, qui prend sa manette, puis là, il fait hein? C'est ça. Ah ouais, regarde, il y a un personnage. C'est ça. Puis là, il n'y a plus ce palpitant, puis il dit qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça fait? Puis là, c'est genre, ouais, la mission la plus difficile de ta vie. Non. Ça, on l'a vécu vraiment souvent. Exemple notoire. J'ai le droit d'en parler maintenant. Avant, si j'en parlais, j'avais des risques, des menaces de mort sur moi. On a fait le jeu Avatar, qui est en lien avec le film du même nom.
La première mission, c'est celle qui correspond au script du film. Et on n'avait aucun moyen de toucher au script du film. Je te laisse deviner que c'était pas les gens les plus flexibles avec qui travailler. Fait que la première mission, tu es comme debout dans l'herbe haute, avec un machine gun qui a une nuée de chiens fous qui te tournent autour. Puis en gros, quand tu es un nouveau joueur, ben, tu as l'air de ça. Là, tu meurs. Évidemment, dans le film, c'est fou, mais ça fait pas l'air de ça. Dans le film, il est comme. Ok, c'est bon, on a tué tous les chiens, on peut y aller. Et on regardait les gens jouer au jeu, puis on se disait, mais. Il aurait fallu qu'on trouve des solutions. Il y en avait. Dans un cas de même, tu ne peux pas toucher au script. Fait qu'il faut que tu fasses des grandes entourloupes pour pas que ça soit trop dur, mais bref. Il y a une famille entière dédiée à l'aspect narratif. Il y a un directeur narratif qui coordonne la qualité de l'écriture, la qualité des moments cinématiques, les scripted events, etc., pour que le volet narratif soit le plus fort possible. Surtout dans un jeu classique comme nous on fait. Il y a des jeux qui n'ont aucun besoin narratif. Call of Duty pour la portion multijoueur, par exemple, Minecraft, et, évidemment, etc. Mais dans un jeu classique comme on fait, nous, il y a beaucoup de... C'est un gros besoin narratif. Et encore là, les très bons auteurs qu'on ramasse d'Hollywood, souvent, ils retournent chez eux 6 mois après. C'est ceux qui ne sont pas prêts à comprendre que le joueur va scraper leur expérience. Le joueur va scraper ton histoire. Puis le designer va venir scraper ton scénario parce qu'il va te dire ta mission à Libye, tu m'enlèves ça de là. Et des fois, on ramasse des super all-star scriptwriters qui arrivent de Los Angeles, puis on les casse en 2 mois, puis ils retournent chez eux en pleurant, malheureusement. Voilà, c'est un jeu qu'on fait, pas un film. Oui? Ah! Donc, c'est une question par rapport à l'animation du personnage principal. On demande est-ce que tous les jeux, les mouvements du personnage principal sont calqués sur les mouvements d'une vraie personne ou est-ce qu'ils sont programmés? Donc, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure avec mon exemple du keyframe, ça, c'est la méthode classique. Ça coûte vraiment cher, c'est vraiment long à faire. Parce que ça veut dire que tu as quelqu'un qui place à la main chaque articulation de chaque personnage pour chaque animation, etc. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, puis ça, vous l'avez vu en cinéma, hein, c'est rien de nouveau. On utilise la capture de mouvement, le mocap, motion capture. Et c'est super cool. Si vous avez la chance de voir ça un jour, les gens ont l'air super ridicules parce qu'ils se mettent un habit monopièce moulant avec des genres de balles de ping-pong, puis là, ils font des niaiseries. Puis là, on les filme avec comme 80 caméras. Là, ça devient des données 3D, puis on prend les données 3D. Puis là, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, je prends mes mouvements. Puis là, mon modeleur, il a fait un bonhomme. Je mets le bonhomme dessus. Je mets la texture dessus, puis je fais play. Puis là, ben, j'ai déjà un... Après, il faut nettoyer les animations, il y a pas mal de job. Mais effectivement, on est capable d'animer, et surtout, on est capable de capturer des scènes complexes aujourd'hui. Style 3 personnes qui se battent, puis qu'il y en a un qui est debout sur un truc plus haut. Puis là, tu veux les animations de genre, je suis plus haut, puis je fais ça, là, je te saute dessus, je te fais une clé de coude, etc. Ça, s'il fallait tout placer ça à la main, on finirait plus. Fait qu'on a aujourd'hui un studio, d'ailleurs à Montréal, on a un très gros studio de mocap qui est plus haut qu'ici, on est capable de faire même de la capture en verticale. Fait qu'on est capable de capturer forcément quelqu'un qui grimpe. Considérant les besoins d'assassin, on n'avait pas vraiment le choix. Genre, c'est ça, tu fais la moitié du temps. Fait qu'on a un gros set comme ça, puis on a plusieurs gars avec des sauts de ping-pong qui grimpent. Puis là, on capture grimpe moyenne, lente, 1. Action. Grimpe, lente, moyenne, 2. Puis là, on saisit des heures et des heures et des heures et des heures. On les fait nettoyer par les animateurs, puis on les intègre dans le jeu. On fait la même chose pour les visages maintenant. Encore une technologie qui vient d'Hollywood, donc la capture faciale, avec plein de petites boules sur la face, puis une caméra bien proche. Puis là, on peut capturer toutes les émotions d'un acteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos personnages sont pratiquement identiques que les acteurs qu'on a engagés pour les jouer. Ce qui n'était pas le cas avant. S'il y en a qui ont vu Far Cry 3, par exemple, notre méchant préféré, Vass, si vous voyez l'acteur qui fait Vass, c'est la même face. La voix aussi, mais en l'occurrence, ça, on l'avait déjà avant. On faisait venir un acteur, on le faisait bouger, on enregistrait sa voix, mais maintenant, en plus, on peut avoir son émotion faciale, sa capture, donc c'est très chouette. 2 secondes, je vais juste voir si... Là-bas, non, tout va bien, t'es dans le coin. Il y en a souvent
Oui. Est-ce que vous en embauchez beaucoup, puis vous les prenez comment, à quelle heure, à quelle génération? Testeur de jeux vidéo. Le test a beaucoup changé avec les années. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, notre façon de fonctionner, c'est qu'on avait un département de test. Donc, on avait comme un plancher, un étage complet presque de l'immeuble rempli de testeurs. Ça, on ne fait plus ça. Ce qu'on appelait le bug testing, le QC de base, évidemment, contraintes économiques faisant, c'est fait en Europe de l'Est. Donc, en Europe de l'Est, ils sont 300 à tester. Un jeu, 300 ou 400, ou peu importe combien il faut. Ici, on a encore des testeurs, mais on avait des dev-testeurs. Donc, c'est des testeurs qui sont assis avec l'équipe de développement dès le début du jeu. Donc, ils sont là pour tester des choses très spécifiques qui sont demandées par les gens qui développent le jeu. Donc, ça veut dire que sur un gros jeu, on n'en a pas plus que 5-6, c'est pas plus qu'une dizaine. Donc, c'est pas du tout le même ordre. Et c'est des gens aujourd'hui qui sont hautement spécialisés parce qu'ils vont connaître les moteurs de jeu, ils vont connaître toutes les exigences, ils vont être capables de répondre à des demandes super précises. Donc, c'est pas ton test normal. Moi, je sais, j'ai commencé comme testeur dans l'ancienne formule. Et la première semaine où je suis arrivé au travail, je testais les portes. Donc, on m'a assigné sur l'équipe qui testait les portes. C'était Splinter Cell, le troisième. Et il y avait plein de portes dans Splinter Cell. Puis les portes, tu pouvais les ouvrir debout, tu pouvais les ouvrir accroupi, tu pouvais les ouvrir en courant, tu pouvais les ouvrir lentement. Tu pouvais les ouvrir vite. Puis après ça, tu pouvais ouvrir, mettre une grenade fermée, ouvrir, mettre une grenade laissée ouverte, etc. Donc là, on testait des portes. J'ai fait ça pendant un certain nombre de semaines. Ça n'existe plus ici. On ne fait plus ce type de test-là. Donc, les dev-testeurs, encore une fois, c'est des gens qui ont souvent une base en programmation ou qui ont un volet technique très fort. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux aller voir un testeur directement sur le plancher et dire j'ai besoin que tu me testes un comportement super particulier ou j'ai peur qu'on ait tel genre de problème, peux-tu vérifier, etc. Et donc, c'est un métier qui exige pas mal plus que ce qu'on avait avant. Oui? Faire un jeu, il n'y a pas de réponse unique. N'importe qui ici qui attend le prochain Half-Life 3 sait de quoi je parle. Ça veut dire que ça fait 12 ans que les gens pensent qu'il va sortir. On ne sait même pas s'ils le font. Non, il n'y a pas de réponse unique. Les compagnies ont des stratégies différentes. Nous, nos gros jeux, de manière générale, on prend 3 ans à les mettre. Aujourd'hui, on va dire. Ça peut être 2, ça peut être 4, ça peut être 6, mais c'est jamais volontairement 6. C'est parce que vraiment, ça. En cours de route, on a eu des problèmes. La moyenne pour les gros jeux aujourd'hui, c'est probablement ça, 3 ans. Après, encore une fois, il y a des stratégies. Il y a des compagnies comme Blizzard ou Activision, etc., qui se disent le jeu, il va sortir quand il est prêt. Puis tant pis pour toi si tu es impatient à la maison. C'est une stratégie. Chez Ubisoft, on a tendance à dire on va sortir le jeu à un moment fixe et connu, puis on ne changera pas la date d'habitude. Hein. C'est très rare qu'on la change. C'est des stratégies boursières, c'est vraiment plate comme raison. Là. C'est genre pour rassurer les investisseurs, etc. Le problème, il faut quand même le comprendre, c'est quand tu dis on va sortir à date fixe, ta seule marge de manœuvre, elle est où s'il y a un problème? Hein? Non, je vais répéter ma question. Si je te dis on sort à une date fixe, puis qu'en cours de route, on te rend compte que ça ne va pas du tout, tu as 2 choix. Tu enlèves des fonctionnalités, tu réduis la charge de travail. C'est un très mauvais choix. Quoi qu'on le fait tout le temps, mais c'est un très mauvais choix. Deuxième chose que tu peux faire, c'est quoi? Conséquemment, tu élargis la taille de l'équipe. Si ta date de sortie ne bouge pas, puis que ta job est trop grosse, tu fais quoi? Tu engages plus de monde. Ce qui est aussi une très mauvaise chose, puis on le fait à chaque fois. Ce qui veut dire que l'assassin qui sort, pour eux autres, on est quoi là? Il sort dans 1 mois et 1 mois et demi. Les pauvres gens qui travaillent là-dessus en ce moment sont dans un état. Alors moi ça va, moi je suis correct. De toute façon, moi je suis complètement inutile dans le crunch, fait qu'ils préfèrent quand je sors du studio. Non, le dernier assassin, maintenant, on est monté à 900, je pense. Ce qui est tellement trop, en fait. Mais on n'a pas le choix. Parce que le jeu est très gros, les ambitions sont grosses, c'est le premier vrai jeu next-gen qu'on veut faire, etc. La date ne change pas. Fait qu'on a monté, puis à un moment donné, il n'y avait plus de monde à Montréal, fait qu'on a dit, c'est pas grave, on va demander aux autres studios d'Ubi dans le monde de donner un coup de main.
deux studios, 3 studios. Là, on est rendu, il y a 9 studios d'Ubi dans le monde qui travaillent sur le même assassin. Fait que là, on dit, bon, vous autres, je sais pas, là, faites les lampadaires, faites les lampadaires. Comme placez les lampadaires, faites les lampadaires. Comme n'importe quoi pour enlever de la job parce que là, ça ne rentre plus. Donc, c'est des stratégies différentes, mais c'est comme ça qu'on travaille. Donc, question sur le... Oui, oui. Au niveau de l'embauche, pour les informaticiens ou les programmeurs, est-ce que c'est uniquement des gens qui viennent de programmes en jeu spécifiquement? Non. La réponse courte est non. Non, j'ai travaillé même avec un programmeur. Bon, c'était pas un finissant en l'occurrence, mais ça revient au même, un programmeur qui s'était spécialisé dans l'optimisation des machines de coupe de jambon. C'est pas une blague, c'est un des meilleurs programmeurs avec qui j'ai travaillé. Il était chez Olimel avant, je pense. Il optimisait des machines qui coupent le jambon, puis à un moment donné, il a fait ouf. Peut-être que j'aimerais ça faire autre chose. Il s'est retrouvé en jeu vidéo. Mais c'est un programmeur système de fou furieux, malade. J'ai aucun doute que leur machine était superbement optimisée pour couper le jambon. J'imagine. Donc, non, on a des gens qui. Puis au niveau de la programmation, en plus, après ça, il y a toutes les questions de dans quel langage tu es spécialisé ou quel type de est-ce que tu es en base de données, est-ce que c'est en système, etc. Puis aujourd'hui, vu la complexité des jeux, on prend pas mal dans tout ça. C'est beaucoup une question d'aptitude, de créativité, de rapidité, du nombre de langages possédés. C'est ce genre de choses-là qui sont examinées en programmation. Un gars qui arrive, qui dit « Ah, je programme assembleur, c'est plus, c'est tel truc, ça. » Puis tu fais « OK », puis tu fais un test technique, il réagit vite, capable de virer un problème de bord, il rentre tout de suite. Peu importe, on s'en fout lui, en fait. Justement, pour faire du doublage tantôt, genre les voix, est-ce que, j'imagine que ça prend du temps pour qu'il sorte, mettons, tu fais pas lui qui fait faut que Oui. Donc, c'est une question au niveau de la traduction, la complexité de traduire chaque petit bruit qui est poussé par le personnage, ce qu'on appelle très gentiment en anglais les barks, comme l'aboiement d'un animal. Les barks en jeu vidéo, c'est tous les sons qui ne sont pas des lignes de dialogue. Et j'inclus le I'm reloading to the left. Ça, c'est des barks, c'est des phrases génériques qui sont lancées par le moteur. Et ça, il y en a sur un gros jeu moyen, des barks, il peut en avoir plusieurs milliers. Et tout ça doit être enregistré et traduit. Donc, on a un processus de production très complexe où on a développé un logiciel maison qui permet de rentrer toutes les lignes de dialogue qui vont être utilisées dans le jeu, tous les barks. Et ça, c'est envoyé après ça dans la machine à saucisses. On fait traduire ça partout. Après ça, on fait enregistrer ça. Donc, dans chaque pays, on fait affaire, dans le cas de traduire les langues de base, là, donc anglais, français, allemand, italien, espagnol, etc. On a un bureau dans ces pays-là qui s'assure qui utilise le même logiciel. Ils peuvent recevoir tout le don d'informations, puis là, dire, OK, on a 43 000 lignes de dialogue enregistrées. Ils partent ça d'avance parce qu'on va les changer 3-4 fois après, de toute façon. Puis à chaque fois, c'est un peu... Fait qu'on a du monde sur l'équipe qu'on envoie pour faire... Tu sais, mettons, souvent, le directeur créatif sur un jeu, il va aller sur la côte ouest pour superviser l'enregistrement en anglais, parce que nos jeux sont généralement enregistrés en anglais comme langue première. Même si on est une compagnie française, on est établi à Montréal, pas grave. Le plus de copies qu'on vend en anglais, on enregistre en anglais. Puis si on a de l'argent à mettre sur des acteurs connus, ça va être en anglais. Là, on va envoyer du monde là-bas, dans les studios, puis ça, c'est pareil en film. Tu vas être assis là pendant une semaine, puis tu as des écouteurs, puis tu vas écouter quelqu'un enregistrer 45 000 lignes de dialogue. Puis espérer que tu n'as pas trop besoin de les changer. Jusqu'au jour où, à un moment donné, on dit « Ah, on coupe la mission 6 ». On a enregistré 3200 lignes pour la mission 6. Ah, ben, on l'a coupé. Bon, ben, OK. En arrière, oui? Les jeux annuels, comme étant FIFA, comment vous faites ça prend 2 ans de conception? Excuse-moi, il va falloir que tu utilises ton diaphragme davantage, je t'entends pas. Les jeux annuels comme FIFA, comment vous faites comme pour les sortir à chaque année, ça prend à peu près 2 ans de conception? Enfin, quelqu'un qui se dit, mais il y a une erreur mathématique, c'est impossible. Comment on fait pour sortir un jeu annuellement quand le jeu prend 2 à 3 ans à produire? Commencez d'avance. En fait, oui, pour utiliser un superbe mot en français, ce coup-là, on parallélise
C'est-à-dire qu'on prend l'exemple d'Assassin, c'est vrai pour FIFA, c'est vrai pour les jeux de sport, mais je vais parler de ce que moi je connais, de ce qu'on fait. En cas d'Assassin, c'est le même problème, on sort chaque année. On a généralement 3 ans de production. Donc, on a, vous l'avez compris, plusieurs équipes en même temps. Ce qui est très problématique d'ailleurs, parce qu'une équipe très forte, admettons, qui produit un jeu, ça a super bien été, l'équipe a vraiment bien appris, ils se sont formés, ils se sont donné de l'expérience. Bien, cette équipe-là, le prochain jeu, ça va être dans 3 ans. Ça veut dire que ton jeu qui sort l'année d'après, il est fait par une autre équipe. Tu n'as pas de garantie que l'autre équipe est aussi bonne que celle-là. Puis, ben, non seulement que ça concorde, mais juste qu'ils vont faire un aussi bon job. C'est pas le même genre. Tu sais, quand on a fait Assassin 1, ben, tu dis, OK, Assassin 1 fini, mais là, entre-temps, on avait commencé l'autre d'après. Avec là, les gens qui font Assassin 1, ben, ils ne font pas le deuxième, ils vont sauter 1 ou 2. Fait que là, il faut que tu formes 2 ou 3 équipes cœur qui sont très fortes. Puis tous ces gens-là courent en parallèle. Et le pire, c'est que chaque jeu essaye pour sauver du temps, tu essaies de te baser sur ce que le jeu précédent a fait. Mais le jeu précédent, il est en train d'être fait en même temps que toi. Fait que toi, t'avances, t'es là, l'autre jeu il est là, puis tu dis, on va reprendre ce que vous faites, gang. Fait que j'espère que c'est bon ce que vous faites, parce qu'on va s'en servir. Mais on va s'en servir en cours de route. Fait que c'est comme essayer de changer une roue en roulant. Là. C'est la même image. Fait que là, tu mets le char sur le côté, puis là, tu changes la roue en roulant. Puis là, tu la passes à quelqu'un d'autre, puis tu lui donnes une roue meilleure, puis là, tu la... Fait que c'est comme ça qu'on fait. C'est un peu angoissant pour les gens qui font le management de ça. Oh. Oui? Bon, élucidons le mystère des jeux de sport à la sortie annuelle. Parce que c'est quand même mystifiant tout ça. Non? OK. Les jeux de sport annuels, c'est très facile à faire. En vrai. Tu prends une base, tu prends le jeu actuel. Tu assois l'équipe, tu leur demandes, faites-moi la liste de tous les trucs qui, à votre avis, manquent dans le jeu, qu'on aimerait avoir dans un futur le plus fou. Puis ils ont fait une liste comme ça. Ils ont fait cette liste-là il y a 7 ans, puis à chaque année, ils la mettent à jour. Ah, ce serait cool si je pouvais designer mon propre short. Ce serait cool si je pouvais avoir un mode carrière. Ce serait cool si... etc. Puis il y a une liste de même là, qui est... Et là, chaque année, ils s'assoient, ils disent « OK, qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine? » Fait qu'ils priorisent la liste. Ça, c'est-tu... Les shorts, c'est-tu plus important que le mode carrière? Non, c'est moins important. Fait que là, ils remontent le mode carrière, puis ils priorisent, puis là, ils vont produire tant qu'ils sont capables. Fait qu'ils vont dire, mettons, je dis n'importe quoi, le 12 octobre, on arrête de produire de nouvelles affaires. Fait que là, tout le monde travaille, puis là, ils font les systèmes dans la liste. Pendant le 12 octobre, stop. Ça, c'est le jeu qui sort. Entre-temps, ils vont aller prendre des photos des nouveaux joueurs. Ils vont mettre à jour mais en fait, changer des numéros en arrière des chandails puis changer des faces, hein, c'est pas très difficile à faire. En fait. Tu envoies quelqu'un, tu fais venir les joueurs un par un, puis là, tu prends des photos 3D, puis tu dis merci, next, puis tu changes les faces dans le jeu. Puis là, tu dis, oh, qu'est-ce qu'on a eu le temps de faire? Ben, on a mis le mode carrière, puis on a mis un truc pour faire des shorts. OK, bon, ben, good job tout le monde, à l'année prochaine. L'année d'après, on était rendu où? Ah, ben là, on voulait qu'il y ait un mode avec des ponies. OK, go, on y va. Fait que c'est pour ça que tu as le feeling d'une année à l'autre où tu te dis, ouais, ça n'a pas changé beaucoup. Hein. Ben alors, mais cette année, ils n'ont pas eu le temps de faire quelque chose d'exceptionnel. L'année prochaine, peut-être. C'est comme ça que ça marche. Autre chose? Non? Est-ce que vous êtes encouragé? Vous êtes déprimé? Vous êtes confus? Toi, tu t'étires ou tu lèves la main? Tu t'étires, OK. Je veux savoir si c'est plus dur à faire une vidéo par rapport à un film ou quand on invente. Bon, qu'est-ce qui est plus dur à faire un jeu basé sur un film ou de l'inventer de toutes pièces? Il y a 2 réponses officielles et les 2 sont contradictoires. Première réponse officielle, c'est plus facile de faire un jeu basé sur un film ou un truc existant. Parce que tout est fourni dans le sens que les personnages sont là, l'histoire est là, tu vas te baser sur la force de cette franchise-là, mais tu n'as pas besoin de te poser de questions. Est-ce que c'est une bonne franchise ou est-ce que c'est une franchise qui intéresse les gens? Tu présumes que si le film existe, c'est parce que ça intéresse du monde, donc tu fais un jeu calqué dessus. Puis tu espères que tout se passe bien.
Évidemment, la contrepartie de ça, je l'ai dit tantôt, une bonne histoire fait rarement un bon jeu. Tu vas être obligé de tordre le scénario, tu vas être obligé de faire des passes, des tours de passe-passe. Puis au final, si tu y penses, il y a très rarement eu des bons jeux adaptés sur des films. La plupart du temps, c'est de la... OK? Un peu pour cette raison-là, parce que tu te fais dire, OK, cool, ça va être écœurant, on va le faire, on tripe sur votre franchise. Puis là, tu le fais, puis tu te dis, ouais, mais ça fait pas vraiment un bon jeu au final, en fait. Ah, parce qu'on voulait changer le scénario, mais on ne pouvait pas. On voulait changer le personnage principal, mais on ne pouvait pas. Tu peux pas changer quelque chose? Ben, je sais pas. Toi, si c'est ton film, là, toi, tu es assis sur une franchise qui vaut 5 milliards de dollars, puis tu sors un nouveau film cette année. Puis là, quelque part dans ta stratégie, tu fais, ah oui, aussi, on va faire un jeu vidéo. Oui, quelqu'un va faire un jeu vidéo. Moi, je t'arrive, c'est moi qui fais le jeu, je fais, ouais, je me disais, le personnage principal, là, ça serait vraiment plus intéressant si dans le film, je trouve qu'il a perdu sa mère, ou quelque chose de vraiment tragique. Quoi? T'es qui? Là, vous faites le jeu. Non, arrête, stop, change rien. Je suis assis sur une franchise de 5 milliards de dollars. Comme toi, tu ne viens pas changer ma franchise. Toi, tu fais un jeu. Même pour l'émission, tu veux que je fasse la chose Pour l'émission. Pour une émission de temps. Pour l'émission. Ça, c'est pas grave. Parce que tu peux dire, tu regardes un film, c'est la stratégie habituelle, OK? Tu regardes un film, tu dis, la scène 3, il est dans un train. Là, il récupère le crâne. Là, scène 4, il est chez lui, puis là, il est au téléphone. Là, si tu es sur l'équipe du jeu, tu te dis, on peut peut-être rajouter une scène entre le moment où il est dans le train et le moment où il est revenu chez lui. Parce que dans le fond, on ne sait pas, il est peut-être allé faire autre chose. Mais il ne faut pas que ça soit important. Parce que c'est comme un sitcom. Tu comprends le principe d'un sitcom? Tu manques un épisode, c'est pas grave. Tout ce qui se passe dans un sitcom est annulé à la fin de l'épisode. Puis l'épisode d'après, tu es revenu au même point neutre. Quand tu fais un scénario de jeu comme ça, c'est comme ça qu'il faut que tu travailles. Fait que tu vas aller voir la compagnie, tu vas leur dire, on a rajouté une mission. Finalement, quand il part du train, il va dans un marché, puis là, il rencontre quelqu'un, puis après ça, il revient chez lui. Il faut qu'il n'y ait aucun impact. Sinon, ils ne vont pas te le permettre. Et pire que ça, c'est qui utilise Siri? Sérieusement, quelqu'un utilise Siri en ce moment pour demander les directions? Where is the nearest bakery? Hey, Siri, je sais, moi je discute avec Siri dans la voiture. C'est mon ami. Hey Siri, what's your favorite bread? I don't like to speak of myself. Siri. J'ai eu cette discussion-là ce matin avec elle. Pire encore, si t'es très, 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 très malchanceux, tu vas travailler sur un truc comme Lost. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont eu la chance d'écouter cette émission-là. OK. Fut un moment, on a fait un jeu basé sur la série Lost. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est pas grave. Cherchez-le pas. Faites-moi plaisir, je ne jouerai jamais à ça. Bref, on a essayé. On s'est rapprochés. Ils nous ont dit, voulez-vous faire un jeu? On a dit, Lost. Quand même, oui, vraiment, on veut faire un jeu. Go, on a commencé. On a commencé à faire le jeu. Et on était au milieu de la saison 3 à la télévision. On était direct dans le milieu de la série. Et là, généralement, la discussion avait l'air de ça. On les appelait et on disait, on a eu une super bonne idée. Tu sais, la statue du pied dans l'eau, là, que vous l'avez montré une fois, puis vous en avez jamais parlé. On a eu une super bonne idée, on voudrait s'en servir. Non, c'est pas possible. OK. Bon, OK, c'est pas grave. Ah oui, tu sais, la fois, mais dans l'épisode 306, à un moment donné, on voit, puis là, le gars, il y a un truc, puis là, on voit l'affaire juste une fois, puis là, vous vous en servez plus jamais, on a une super bonne idée, on voudrait s'en servir pour l'histoire. Ah non, c'est pas possible. Parce qu'on va peut-être s'en servir plus tard. OK. Ça a été 6 mois de discussion comme ça. Et en fait, on a eu le droit d'utiliser rien du tout. Donc, on a un jeu avec une jungle, avec de la black smoke, puis comme des puzzles bizarres, puis il ne se passait rien dans le jeu, parce qu'on avait le droit de parler de rien, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas où ils s'en allaient, ils étaient en plein milieu de l'écriture. Donc ça, la deuxième réponse, ce serait, ben non, c'est bien plus facile de faire un jeu dont tu possèdes le cœur que tu décides de faire. Après, tu as le risque de planter. Tu as le risque de faire un jeu dont tout le monde se fout. Mais tu as le contrôle sur ce que tu veux faire. Si tu veux faire Assassin, tu fais Assassin. Il n'y a personne qui va rien dire. Tu peux décider après de faire un jeu Assassin mais avec des poneys. Les gens du marketing vont dire, on n'est pas super sûr que ça va vendre, mais il n'y a personne qui va t'empêcher. Ça, c'est le signe du régisseur qui me dit,
1 minute, 5 minutes. Une dernière question, à lui d'être bonne. Une question, qu'est-ce qui fait un bon jeu sur le marché? Est-ce que c'est l'interface? Est-ce que c'est dans OK. J'avais dit une bonne question, mais je ne m'attendais pas à ce genre de bonne question-là. Il y a une sous-question? OK, allez-y. Oui. 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 Moi, j'aime pas du tout ce jeu. Oui. J'aimerais savoir Bon, là, moi, j'ai une question pour vous. Si je peux répondre à une seule des deux, quelle réponse vous voulez? Pour la première? La première question? La première question était à savoir aujourd'hui, sur le marché actuel, dans notre industrie, qu'est-ce qui fait un bon jeu? Par bon jeu, vous entendez plutôt commercialement ou au niveau de la qualité? Bon. Qu'est-ce qui fait un bon jeu commercialement? En fait, c'est la réponse la plus simple, entre guillemets. C'est un problème éminemment complexe. Pourquoi la plus simple? Parce que c'est une formule. Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, si je veux vendre un jeu, si je veux vendre le jeu, le plus grand nombre de copies possible d'un jeu, il y a un certain nombre de facteurs que je dois examiner. Premièrement, je dois examiner sur quel environnement j'ai l'intention de publier mon jeu. Si, par exemple, je me dis, on est à l'ère de nouvelles consoles, donc je vais me focusser pour produire un jeu next-gen, donc un jeu qui s'adresse soit à l'Xbox One ou à la PlayStation 4. Je connais aujourd'hui le nombre d'unités de ces consoles-là qui a été vendues. Ce qui fait que même si j'avais un jeu que j'avais infusé la parole divine, je ne pourrais pas vendre plus de copies que de machines sur le marché à l'heure actuelle. Je sais par exemple qu'il y a environ 10 millions de PlayStation 4 qui se sont déplacés dans les foyers, ça on le sait. Microsoft donne des chiffres pour la vente de consoles qui sont légèrement truqués parce qu'ils donnent les chiffres du nombre d'unités qui ont été déplacées dans les magasins. Et pas nécessairement les consoles qui sont parties du magasin pour aller dans le foyer. Il y a un léger retard. Donc je sais que si aujourd'hui je me dis, je me concentre sur un jeu next-gen, dans le meilleur des cas, j'ai 10 millions de PlayStation 4 et dans le meilleur des cas, j'ai 6 millions d'Xbox One. Donc je ne pourrais jamais en vendre plus que 16 millions, même si je vendais la Bible sur DVD. Et sachant qu'après, je peux faire des études sur le taux de pénétration de certaines catégories de jeux. C'est des chiffres dangereux, mais je peux me faire une idée. Un jeu de sport très à la mode, il représente quelle part de marché de la console? C'est surtout les gens qui possèdent une Xbox, combien possèdent Madden? Si je veux faire un jeu de football, j'ai intérêt à connaître ce chiffre-là. Et donc, je peux faire une projection qui, au final, est étonnamment proche du résultat, qui me permet d'évaluer, est-ce que c'est un bon investissement. Après, il y a un pari à faire. Quand tu sors d'une nouvelle franchise, c'est le pari de dire, ça, c'est les études, mais maintenant, nous, on va casser ce modèle-là parce qu'on sort avec un truc qu'on pense être comme... Mais ça, c'est un pari, puis les investisseurs sont comme ça. On fait des paris avec des jeux qui coûtent aujourd'hui horriblement cher. Pour ceux qui ont suivi ça, si je prends l'exemple de Destiny, je ne sais pas s'il y a des gens qui jouent à Destiny ici. Peu de gens. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont les nouvelles consoles à la maison? Peu, hein? C'est ça, OK. Voilà. Ça, c'est une partie du problème. Destiny, 500 millions de dollars US de budget, incluant marketing et tout le truc. C'est plus que Avatar, qui était le film le plus coûteux. Donc, on est rendu dans cet ordre. Évidemment, en l'occurrence, Destiny ont réussi à se rembourser en une semaine. Grand bien à leur face. Mais c'est un pari de dire on met un demi-milliard d'investissement sur un seul jeu. Mais ils ont fait le calcul, ils se sont dit, mais on les a, on peut le faire. Donc là, ils sont là en disant, on a mis un demi-milliard, mais ils ont calculé, tout le monde était très confiant qu'ils allaient le récupérer, donc c'est le calcul. C'est la réponse plate, mais c'est la réalité. Dans le cas du PC, dans le cas du mobile, dans le cas du free-to-play, c'est une formule qui est plus complexe, mais une formule qui existe, une science. Il y a des spécialistes qui calculent, qui devinent un peu comment on peut pénétrer ça. Bref, pour finir, en conclusion, si vous êtes comme moi j'étais quand j'étais à votre place, vous êtes peut-être un peu écœuré, en manière générale. Donc j'ai juste un message d'amour et d'espoir pour vous. Oui, c'est vrai. Je le dis avec humour pour avoir le droit de le dire, mais je le pense. Peu importe ce que vous faites, faites-le. Peu importe ce que vous entamez, finissez-le. Et on se revoit sur nos planchers d'ici quelques années.
Merci beaucoup, Alexis.